No, what I didn't know is that you were going to get so sexy. Une forte amitié, une relation maternelle ou un amour tumultueux, Michael Jackson et Diana Ross ont toujours laissé planer le doute autour de leur véritable relation. Il n'en reste pas moins que ce lien fort va faire émerger plusieurs collaborations musicales. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans l'histoire de Michael Jackson et Diana Ross en allant explorer toutes leurs collaborations musicales. Mais avant de vous parler de Michael Jackson et Diana Ross, il est important de retourner dans le contexte et la manière dont la Motown et plus précisément Berry Gordy a vendu les Jackson 5. Pendant des décennies, l'histoire officielle voulait que Diana Ross ait découvert les Jackson 5, qu'elle les ait présentés à la Motown et qu'elle ait en quelque sorte ouvert la porte de leur destin. Cette version a été largement diffusée, répétée, imprimée, jusqu'à devenir une vérité admise. Pourtant, lorsqu'on s'appuie sur les faits et les différents témoignages, et qu'on s'appuie sur des sources fiables, cette narration, elle tient pas la route. La véritable découverte des Jackson 5 ne revient pas à Diana Ross, mais à Bobby Taylor. C'est lui qui est le premier à repérer le groupe à Gary dans l'Indiana. C'est lui qui est frappé par le talent hors norme du jeune Michael et c'est encore lui qui finance les premières démos qui emmènent personnellement les Jackson à Détroit pour les faire écouter à Berry Gordy. Et ce point va être confirmé par plusieurs membres de la famille. Alors pourquoi avoir effacé Bobby Taylor du récit officiel ? La réponse elle est très simple, le marketing. À la fin des années 60, Diana Ross est l'icône absolue de la Motown. Elle est glamour, populaire, rassurante, identifiée par le grand public. Donc l'idée d'associer l'image d'un nouveau groupe d'une famille noire à celle de Diana Ross est forcément pari gagnant. Et beaucoup plus vendeur plutôt que de raconter une histoire plus complexe et plus anonyme portée par Bobby Taylor. Et ce choix se matérialise de façon très concrète avec le premier album du groupe qui s'intitule Diana Ross Presents the Jackson 5. Un titre qui ne doit rien au hasard. Diana Ross n'a ni produit l'album, ni écrit les morceaux, ni découvert le groupe. Elle devient ici une figure symbolique, une caution artistique et médiatique intégrée au récit pour renforcer l'impact. Mais il est important de le préciser que cette vision ne cherche pas à opposer Michael Jackson à Diana Ross. Michael lui-même n'a jamais nié son admiration pour elle. En revanche, c'est la manière dont Motown a façonné une vérité officielle au détriment de la réalité des faits. Ce contexte est fondamental car il permet de comprendre que la relation entre Michael Jackson et Diana Ross naît dès le départ dans un cadre contrôlé, orchestré, où l'image, le symbole et la narration sont aussi importants que la musique elle-même. C'est d'ailleurs sur cette base que va se construire leur relation amicale, professionnelle, artistique et médiatique. Cette logique de construction narrative ne va pas rester cantonnée aux pochettes d'albums ou aux communiqués de presse. Elle va se matérialiser de façon beaucoup plus frontale, beaucoup plus symbolique, lors d'un événement télévisé majeur en 1969. Diana Ross présente les Jackson 5 dans l'émission The Hollywood Palace et elle ne se contente pas d'introduire un nouveau groupe au public américain, elle prononce une phrase qui à elle seule résume déjà toute la stratégie de la Motown. Michael Jackson and the Jackson 5. À cet instant précis devant des millions de téléspectateurs, Motown acte publiquement ce que Berry Gordy a déjà parfaitement compris, le centre de gravité des Jackson 5, c'est Michael. Et ce moment marque un tournant, déjà sur la vision que le public va avoir du groupe, mais également en interne. Car cette annonce va provoquer une réaction immédiate et violente chez Joe Jackson, qui ne supporte pas cette mise en avant individuelle. Car pour Joe Jackson, sa vision est claire depuis le début. Les Jackson 5 doivent fonctionner comme un bloc, une entité collective disciplinée, sans hiérarchie visible. Pour lui, mettre Michael en avant, c'est fragiliser l'équilibre du groupe, mais aussi menacer l'autorité qu'il exerce sur ses fils. Donc cette scène au Hollywood Palace est bien sûr révélatrice. Elle rend visible une intention qui jusque-là restait implicite. Elle inscrit dans l'imaginaire collectif l'idée que Michael Jackson n'est pas seulement le petit chanteur de Jackson 5, mais un chanteur affirmé accompagné d'un groupe de musiciens. Et c'est précisément dans ce contexte, fait de stratégies de tension familiale et de récits façonnés par Motown, que va se développer la relation entre Michael Jackson et Diana Ross. Une relation qui ne peut être comprise qu'en prenant en compte cette mise en situation initiale, où Diana Ross devient à la fois la présentatrice, la caution symbolique et malgré elle, un des outils d'un système qui prépare déjà l'après des Jackson 5. Quelques années plus tard, les Jackson 5 vont quitter la Motown. Promis, on en fera une vidéo. Et dans le même temps, la Motown se lance vers un projet d'envergure, l'adaptation cinématographique de la comédie musicale The Wiz, qui était déjà elle-même une adaptation du Magicien d'Oz. Naturellement, le rôle principal est confié à Diana Ross, qui reste alors la star absolue du label.
son visage le plus bankable est le symbole de son prestige à Hollywood. Et c'est à ce moment précis que la relation entre Diana Ross et Michael Jackson va prendre un tournant. Malgré le départ de Michael de Motown, Diana Ross insiste personnellement pour qu'il fasse partie du film. Elle voit en lui l'interprète idéal pour le rôle de l'épouvantail et fait clairement comprendre que pour elle, The Wiz ne peut se faire sans Michael Jackson. Et c'est ce que Michael Jackson va raconter dans son autobiographie Moonwalk, que c'est Diana Ross elle-même qui le pousse à accepter le rôle à un moment où il doute encore de sa place au cinéma. Et ce choix est loin d'être anodin, même s'il marque un paradoxe flagrant. Motown produit un film prestigieux, porté par Diana Ross, tout en intégrant un artiste qui n'appartient plus au label. Preuve que malgré les ruptures contractuelles, le talent de Michael Jackson reste incontournable, même pour une machine aussi structurée et stratégique que Motown. Et cette décision va avoir des conséquences majeures sur son parcours artistique. Contrairement à l'image souvent entretenue, leur première collaboration ne se fait ni chez Motown, ni à l'époque des Jackson 5. Enfin presque. Il faut savoir qu'à l'époque des Jackson 5, le groupe avait fait une reprise de You Can't Hurry Love des Supremes, groupe de Diana Ross, qui fut seulement édité en 2012 dans le coffret Come and Get It. Cette reprise, aussi intéressante soit-elle, ne constitue pas un duo à proprement parler, elle s'inscrit davantage dans la logique des exercices Motown imposés au groupe du label que dans une véritable collaboration artistique entre Michael Jackson et Diana Ross. C'est pourquoi leur premier vrai duo au sens large du terme va s'inscrire dans le film The Wiz. Je parle bien évidemment de Ease on Down the Road. Come on and ease on down the road. Come on, ease on down the road. Ce duo est fondamental car il ne repose plus sur une mise en scène promotionnelle ou une narration imposée par le label. Il s'agit cette fois d'une collaboration pleinement intégrée au récit où Michael et Diana évoluent à égalité, au service d'un personnage et d'une histoire. Michael n'est plus présenté, désigné ou encadré, il interprète, il incarne, il existe par lui-même. D'ailleurs dans Moonwalk, Michael explique à quel point cette expérience a compté pour lui. Non seulement parce qu'elle lui permettait d'explorer un autre registre artistique, mais aussi parce qu'elle marquait un moment de confiance. Diana Ross ne le considère plus comme le petit des Jackson 5, mais comme un partenaire de jeu, un artiste à part entière. Ce premier duo pose alors les bases solides d'une nouvelle relation entre les deux artistes. Une relation qui n'est plus dictée par Motown ou Berry Gordy, mais par un projet commun. Et surtout, il agit comme un prélude à ce qui va suivre. Au début des années 80, Diana Ross est à un moment clé de sa carrière. Elle fait la promotion de l'album Diana, souvent considéré comme le meilleur de toute sa discographie. Un disque moderne, audacieux, parfaitement ancré dans son époque. Et pour accompagner sa sortie, une soirée spéciale et prestigieuse est organisée. Un événement à la fois promotionnel et spectaculaire, pensé comme une vitrine du statut iconique de Diana Ross, et parmi les invités, une présence attire immédiatement l'attention, Michael Jackson. Ladies and gentlemen, my baby, Michael Jackson. Il participe à l'émission à travers des prestations préenregistrées, notamment sur Rock Review. Diana Ross va d'ailleurs se mettre en scène à ses côtés. Créant une série de moments volontairement intimistes, la caméra insiste sur la proximité sur les regards, sur une forme de complicité assumée. Et à un moment, Diana Ross lui glisse même qu'il est devenu très sexy. You were gonna get so sexy. You're embarrassing me. Well, I always knew you would. What? Be sexy. Do you guys think she's sexy?
la réaction de Michael Jackson est plutôt révélatrice. Il est visiblement timide, presque gêné, mais aussi sincèrement touché. Il sourit, détourne le regard, puis lui renvoie le compliment. Manifestement ravi qu'elle le considère désormais autrement. Ce n'est plus l'enfant prodige, ce n'est plus le petit frère artistique, c'est un homme reconnu comme tel par une icône. Mais le moment que je trouve personnellement le plus marquant de la soirée va arriver un peu plus tard. Lorsque Michael rejoint Diana Ross sur scène pour Upside Down, quelque chose change. On ne comprend pas immédiatement quelle est la position exacte de Diana Ross à ce moment-là. Est-ce que c'est une simple invitation scénique? Un passage de relais symbolique, une manière de l'intégrer pleinement à son univers? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Michael Jackson s'éclate à ce moment-là. Il lâche prise, improvise, envoie des adlibs absolument incroyables, joue avec le rythme, avec la scène et avec Diana elle-même. Il ne cherche plus à contrôler son image, il ne joue pas un rôle, il est dans le moment. Cette séquence révèle un Michael plus libre, plus joueur, presque euphorique, face à une Diana Ross qui semble autant le guider que le laisser s'exprimer. Et ce passage résume à lui tout seul l'évolution de leur relation. On n'est plus dans la présentation, ni dans la légitimation, ni dans la mise en scène institutionnelle. On est face à deux artistes qui partagent la scène, chacun conscient du poids symbolique de l'autre, mais laissant pour un instant la musique prendre le dessus. Et il faudra attendre à peu près 2 ans pour voir naître une nouvelle collaboration entre Diana Ross et Michael Jackson. Je parle bien évidemment du titre Muscle. Nous ne sommes plus dans la mise en scène médiatique, ni dans le symbole, ni même dans la simple complicité artistique. Ici, on entre dans quelque chose de beaucoup plus intime, presque dérangeant par moments. Et Michael Jackson va composer Muscle spécialement pour Diana Ross. La chanson est pensée pour elle, pour son image, pour ce qu'elle représente à ses yeux. Michael a souvent décrit Diana comme sa marraine musicale, son amie, sa confidente. Muscle naît précisément de cette proximité, à un moment où Michael est déjà un artiste adulte, conscient de ses émotions, mais toujours incapable de les formuler frontalement. Et l'inspiration va d'ailleurs lui surgir dans un contexte quasiment irréel. Michael revient d'Angleterre, où il travaillait avec Paul McCartney sur leur collaboration. Il traverse l'Atlantique à bord du Concorde lorsque l'idée de Muscle lui tombe littéralement dessus. La mélodie, le concept et l'énergie du morceau s'imposent à lui. Le problème, c'est qu'il n'a rien pour enregistrer. Aucun magnétophone, aucune cassette, il est obligé de conserver la chanson dans sa tête pendant tout le vol, au prix d'un effort mental immense. Et dès son retour à Los Angeles, il se précipite chez lui pour enfin pouvoir poser son idée sur cassette. Il contacte ensuite son ami et collaborateur Bill Wolfer pour développer le morceau. Michael lui explique qu'il produit une chanson pour Diana Ross et lui demande de participer aux parties du synthétiseur. Et Bill Wolfer va bien sûr accepter immédiatement. La séance d'enregistrement est à l'image de cette période de la vie de Michael, créative, étrange, presque surréaliste. Mais à ce moment de l'histoire, Michael n'est pas présent dans le studio. Bill Wolfer travaille avec Nelson High, assistant de Michael, et avec un invité pour le moins inattendu. Le boa constricteur de Michael Jackson, qui s'appelle Muscle. C'est d'ailleurs pour ça que la chanson va s'intituler ainsi. Le serpent est présent tout au long de la session et influence directement l'ambiance du morceau. Muscle se construit autour de cette sensualité rampante, lente, presque hypnotique. Et à un moment, Michael Jackson va proposer à Bill Wolfer de porter le serpent sur son cou. L'animal est massif, lourd, près de 30 kg. Rapidement, le boa commence à serrer son étreinte, Bill Wolfer panique et demande qu'on l'enlève immédiatement. Et Michael va être mort de rire face à cette situation. Diana Ross va enregistrer sa voix lors d'une autre session, mais Michael, lui, est loin d'être absent du morceau. Car il va également participer sur les chœurs. Sa voix est là en soutien, en accompagnement, comme une présence constante. Michael n'est pas seulement l'architecte du titre, il est à l'intérieur de la chanson. Et c'est là que Muscle change totalement de la nature habituelle de leur collaboration artistique. À bien l'écouter, le morceau ressemble à une déclaration d'amour à peine voilée. Michael y écrit de façon étonnamment directe, il parle de désir, de corps, d'attraction physique sans détour. On est très loin de l'innocence souvent associée à son image.
Muscle est une chanson adulte, charnelle, presque confessionnelle. Tout laisse penser qu'il ne s'adresse pas à une idée abstraite, mais bien à une personne réelle. Mais pourtant, la manière dont Diana Ross s'approprie le morceau offre un paradoxe plutôt étrange par rapport aux intentions de Michael. Dans le clip vidéo réalisé par Paul Justman et dans les performances scéniques, Diana Ross oriente Muscle vers des figures masculines qui sont à l'opposé total de Michael Jackson. Des hommes massifs, bodybuildés, hyper virils, presque caricaturaux. Des corps imposants, dominants, qui contrastent radicalement avec la silhouette fine, élégante et androgyne de Michael Jackson. Et une fois de plus, on assiste à quelque chose de fondamentalement symbolique autour de leur relation. Michael écrit une chanson chargée de désir, s'y implique vocalement, émotionnellement, mais Diana Ross redirige son désir vers d'autres figures, comme si elle refusait, consciemment ou non, de le lui renvoyer. On pourrait presque y voir une forme d'infidélité symbolique. Non pas une trahison au sens sentimental, mais le détournement d'une déclaration vers un fantasme collectif extérieur à lui. Et ce décalage rend Muscle fascinante. Elle devient le reflet d'une relation déséquilibrée. Michael y projette quelque chose de profondément personnel, tandis que Diana Ross en fait un terrain de jeu scénique, théâtral, presque ironique. Les deux lectures coexistent sans jamais réellement se rejoindre. Et c'est peut-être à ce moment-là que se révèle une réalité plus intime. Muscle illustre aussi la solitude émotionnelle de Michael Jackson à cette période. Malgré le succès, malgré la reconnaissance, malgré la proximité avec Diana Ross, il reste dans une position d'attente, d'idéalisation. Diana demeure une figure fantasmée, admirée, désirée, mais fondamentalement inaccessible. Muscle n'est donc pas seulement l'un des sommets de leur collaboration. C'est aussi un miroir, celui d'un Michael Jackson adulte, sensible, audacieux dans l'écriture, mais toujours en décalage avec ses propres émotions. Une chanson où l'amour est exprimé sans détour, mais ne trouve jamais vraiment de réponse. Et on bascule ensuite en 1985, où la carrière de Diana Ross commence un peu à vaciller. Après avoir quitté Motown pour RCA, son succès aux États-Unis s'est peu à peu émoussé. À l'exception de Muscle en 82, ses singles peinent désormais à s'installer durablement dans les classements américains malgré une reconnaissance intacte en Europe. C'est dans ce contexte que va naître un nouveau titre et une nouvelle collaboration avec Michael Jackson, Eaten Alive. Publié en septembre 85 pour ce projet, Diana Ross s'entoure d'un duo aussi prestigieux qu'inattendu, Barry Gibb des Bee Gees et donc Michael Jackson. L'initiative vient de Barry Gibb, déjà familier de l'univers de Diana Ross. Mais très vite, Michael Jackson va être intégré au processus créatif. Il ne s'agit pas d'une participation de façade, Eaten Alive devient un véritable travail à 6 mains. Barry Gibb, Maury Gibb et Michael Jackson écrivent, composent et façonnent ensemble un morceau pensé comme une œuvre ambitieuse, sombre et sensorielle. Et de son côté, Michael Jackson va enregistrer une première démo. Cette version va immédiatement séduire les frères Gibbs, quelques ajustements vont être proposés, affinés puis intégrés. Et c'est à la suite de la conception de la chanson que Michael Jackson va accepter de participer au cœur de la chanson. L'enregistrement se déroule entre Los Angeles et Miami, notamment au Middle Ear Studio sous la supervision de Bill Schnee. Et force est de constater qu'au niveau de l'écriture, Eaten Alive est beaucoup plus nerveuse. La rythmique s'éloigne des structures soul et R&B traditionnelles pour explorer quelque chose de plus hypnotique, plus oppressant. Et le texte, lui, est une fois de plus sans ambiguïté. Eaten Alive parle d'un amour dévorant, obsessionnel, presque dangereux. Une passion qui consume, qui enferme, qui ne laisse aucune échappatoire. Cette thématique trouve un écho particulièrement fort dans l'univers visuel du clip. Car Diana Ross va être mise en scène dans une jungle stylisée. Transformée en créature féline prédatrice, inspirée du Dr Moreau de H.G. Wells, dans l'adaptation de David Hogan. Elle y incarne une figure à la fois désirée et menaçante, une femme fatale qui dévore littéralement l'homme qu'elle convoite. Le clip est tourné en noir et blanc, puis est jugé provoquant pour l'époque, mais s'inscrit parfaitement dans l'esthétique sombre et troublante du morceau. Et à noter également que Michael Jackson n'est pas présent dans le clip vidéo. Sur le plan commercial, Eaten Alive rencontre un succès mitigé aux États-Unis, mais trouve un écho plus fort en Europe. Car en réalité, il va s'agir de la dernière grande collaboration musicale entre Michael Jackson et Diana Ross. Mais bien sûr, leur histoire ne s'arrête pas là. Cette collaboration repose sur une implication émotionnelle forte de Michael, mais dont la mise en scène l'exclut visuellement. Étant présent dans la chanson, dans la voix, dans l'écriture et dans l'intention, mais comme je vous le disais, absent du clip. Ce décalage résonne étrangement avec ce que Eaten Alive raconte au fond. Un désir intense, jamais totalement partagé, une proximité artistique qui ne se traduit jamais en union visible. Donc c'est avec Eaten Alive que Michael Jackson et Diana Ross vont atteindre un point de non-retour. Le morceau agit comme une forme de conclusion implicite. Un dernier feu intense et sombre avant que leur trajectoire ne s'éloigne définitivement. Michael est alors à l'apogée de sa carrière mondiale, tandis que Diana Ross entre dans une nouvelle phase de sa vie, personnelle comme artistique.
La chanson devient donc le témoignage d'une collaboration artistique complexe. Faite de fascination, d'admiration et de tension, une chanson où le désir est pleinement assumé, mais où la distance demeure, comme si, une fois encore, Michael Jackson avait tout donné sans jamais être totalement rejoint. C'est d'ailleurs ce qu'on va un peu ressentir dans leur nouvelle collaboration pour le titre We Are the World, porté par une pléiade d'artistes. Lorsque les trajectoires de Michael Jackson et Diana Ross semblent déjà s'éloigner, ils se retrouvent pourtant une dernière fois dans un cadre très particulier. Car We Are the World n'est pas un projet intime. C'est une œuvre collective humanitaire presque institutionnelle portée par USA for Africa. Dont Diana Ross participe bien sûr aux côtés de Michael Jackson, mais dans un rôle très différent de leur collaboration précédente. Il n'y a plus de duo, plus de jeu de regard, plus de projection émotionnelle. Ils font partie d'un cœur, d'un ensemble, d'un message universel qui dépasse leur histoire personnelle. Cependant, il faut tout de même se noter un petit détail qui est loin d'être anodin à mon sens. Dans We Are the World, Michael Jackson et Diana Ross chantent ensemble le tout premier refrain. Où chaque intervention vocale est pensée et hiérarchisée, ce choix ne peut pas totalement être dû au hasard. Le premier refrain est celui qui installe le message, qui pose l'émotion et qui donne la couleur morale du morceau. Alors on peut y voir une simple décision artistique, mais on peut aussi en faire une autre lecture. Michael Jackson est l'architecte du projet et l'âme musicale de We Are the World. Diana Ross, elle, incarne une forme de filiation, d'héritage, de continuité. Les réunir dès le premier refrain, c'est peut-être rappeler discrètement que malgré les évolutions, les distances et les tensions silencieuses, un lien fondateur subsiste. Donc ils chantent pas comme un duo, ils ne chantent bien évidemment pas comme des amants, ils chantent comme deux voix qui ont compté et qui comptent encore au moment de poser un message universel. Et là encore, Michael Jackson ne dit rien explicitement, mais il choisit. Et chez lui, les choix vocaux sont rarement innocents. Bon, même si c'est pas le seul à prendre cette décision-là pour ce morceau. Donc symboliquement, We Are the World apparaît comme la dernière image où leur relation est apaisée. Avant que la relation entre Michael Jackson et Diana Ross ne bascule définitivement dans autre chose. La distance, les non-dits, mais surtout le mythe. Nous sommes en 86 et Michael Jackson n'est plus seulement une star. Il est devenu une figure quasi mythologique, idolâtrée, analysée, scrutée, projetée de toutes parts. Son statut dépasse désormais celui de ses contemporains. Il n'est plus dans une trajectoire ascendante, il est déjà au sommet et tout le monde le regarde comme tel. Tout le monde, ou presque. Lorsque Diana Ross apparaît à ses côtés lors des American Music Awards de 1986, quelque chose frappe immédiatement. Non pas un geste précis ou même une parole, mais une posture, une manière d'être, une manière de se placer à côté de lui. Diana Ross est là, finalement comme elle l'a toujours été auparavant. Avec cette même proximité, cette même familiarité, cette même façon de l'encercler symboliquement. Comme si malgré les années et malgré les métamorphoses, malgré l'immense star qui est devenue Michael Jackson, son regard à elle n'avait pas réellement évolué. Et c'est là qu'une question se pose, est-ce que Diana Ross regarde Michael Jackson de la même manière que le monde entier ? Ou continue-t-elle de voir au fond le petit garçon qu'elle a présenté, protégé, accompagné et presque façonné ? Alors bien sûr, cette lecture n'implique ni domination, ni manipulation consciente. Et d'ailleurs, ce décalage peut même sembler assez troublant. Car Michael Jackson, lui, a évolué. Son écriture l'a montré, Muscle puis Eternal Alive ont marqué une transformation profonde de son rapport au désir, à la femme, à la sensualité. Il n'est plus dans l'innocence ni dans la projection naïve. Il est dans une lecture plus sombre, plus risquée et bien sûr plus adulte. Donc face à ça, la posture de Diana Ross en 1986, et je précise qu'il s'agit d'une simple lecture, peut être ressentie comme une forme de non-reconnaissance, comme si malgré tout ce qu'il est devenu, Michael n'était jamais totalement sorti du rôle qu'elle lui avait assigné au départ. Or pour quelqu'un comme Michael Jackson dont l'identité artistique et personnelle est profondément liée au regard des autres, ce type de décalage peut générer une frustration silencieuse. Donc être adulé par le monde entier, mais pas forcément par la femme qu'il aime et qu'il admire. Cette femme qui pourtant a tellement compté dans sa construction. Et c'est peut-être d'ailleurs dans cet espace de tension que va naître aux yeux de Michael Jackson sa perception qu'il va avoir des femmes, chose que nous avons évoquée dans la vidéo sur Michael Jackson et les femmes. Transformant alors la femme comme une figure plus dangereuse, plus transgressive et plus destructrice aussi. C'est peut-être d'ailleurs ça qui va façonner le choix du prénom pour la chanson Dirty Diana. Alors bien sûr, tout le monde s'est posé la question, est-ce qu'il s'agit de Diana Ross dans Dirty Diana ?
Alors de vous à moi, je pense pas. D'ailleurs, si vous voulez plus de précision, vous pouvez regarder ma vidéo sur Dirty Diana. Michael Jackson a lui-même toujours nié cette interprétation. Et surtout lorsqu'on analyse réellement le texte de Dirty Diana, les caractéristiques de la femme décrites ne correspondent pas au comportement que Diana Ross a pu avoir à l'égard de Michael Jackson. La femme de Dirty Diana est une groupie intrusive, prédatrice, insistante, presque agressive dans son rapport au désir. Elle envahit l'espace, force l'intimité, s'impose physiquement et émotionnellement. Or, rien dans l'histoire réelle entre Michael Jackson et Diana Ross ne correspond à ce type de dynamique. Leur lien, aussi complexe soit-il, n'a jamais été de cet ordre-là. Et c'est précisément pour ces raisons que je ne pense pas que Dirty Diana parle de Diana Ross. Cependant, il y a tout de même un élément qui m'a toujours interpellé. Pourquoi avoir choisi ce prénom? Et c'est là que l'interrogation devient intéressante. Car il ne s'agit peut-être pas de savoir qui est la femme de la chanson, mais ce que le prénom lui-même évoque. Dirty Diana ne serait alors pas un portrait déguisé, mais un signal. Une manière pour Michael Jackson de convoquer un imaginaire précis, une figure féminine, chargée émotionnellement, sans jamais l'attaquer frontalement. Dans cette lecture, le choix du prénom pourrait fonctionner comme une forme d'appel. Non pas une accusation, mais une mise en tension. Comme si Michael utilisait ce nom pour attirer l'attention, pour provoquer une vigilance, pour faire ressentir à distance une souffrance qu'il n'a peut-être jamais su exprimer directement. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de dire « tu es cette femme », mais de suggérer. Quelque chose me fait mal et ce quelque chose est lié à ce que tu représentes pour moi. Donc une fois de plus, il ne s'agit pas d'affirmer que Diana Ross est la fameuse Dirty Diana. Il s'agit de s'interroger sur la portée symbolique du prénom, sur ce qu'il charrie, sur ce qu'il réveille et sur la manière dont Michael Jackson transforme ses expériences émotionnelles en figure narrative. Donc en gros, Dirty Diana n'est pas dédié à Diana Ross, mais le choix du prénom a forcément un lien. Donc au terme de ce parcours, une chose s'impose. Il est impossible de répondre définitivement à la question de savoir qui était réellement Diana Ross pour Michael Jackson. Une amante, une amie, une muse ou une inspiration fondatrice. En fait, la vérité, c'est qu'elle est sans doute un peu de tout ça à la fois. Diana Ross occupe une place unique dans la vie de Michael Jackson. Non pas uniquement par leur collaboration artistique, mais par le regard qu'elle a porté sur lui dès l'enfance, et qui a profondément influencé la manière dont Michael s'est perçu, construit et projeté au fil des années. Son évolution, son rapport au désir, à l'image, à la reconnaissance, se sont en partie façonnés dans cette relation singulière. Et malgré les non-dits, les distances et les frustrations, une chose ne s'est jamais démentie. Michael Jackson a toujours conservé pour Diana Ross une admiration totale. Cette place exceptionnelle, il l'a confirmée jusque dans l'un des gestes les plus forts et les plus intimes qui soient. Il a inscrit Diana Ross dans son testament, voulant qu'elle s'occupe de ses enfants si sa mère n'en était pas capable. Donc finalement, plus que de chercher à définir Diana Ross pour un rôle précis, il faut peut-être accepter qu'elle ait été pour Michael Jackson une figure totale. Une présence fondatrice, impossible à enfermer dans une catégorie et dont l'empreinte a traversé toute sa vie bien au-delà de la musique. Et c'est peut-être dans cette impossibilité de répondre clairement que réside bien sûr la vérité. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.